Bonjour à toutes et à tous, je suis Nemano et vous écoutez enfin le premier épisode de Cogito. Je sais déjà ce que certains doivent se dire. Encore un podcast, comme si on n'avait pas assez de gens qui parlent pour ne rien dire sur Internet. Et vous n'avez probablement pas tort. Mais attendez avant de partir. Parce que Cogito n'est pas juste un nom que j'ai trouvé classe pour donner l'impression d'être cultivé. Non. C'est le début d'une phrase qui, il y a 4 siècles, a littéralement explosé la tronche de la philosophie occidentale. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis, René Descartes, 1637. Et si je vous disais que ce brave René, s'il revenait aujourd'hui, serait probablement le roi des anti-fake news, qu'il passerait ses journées à les démonter avec une méticulosité chirurgicale, qu'il aurait une chaîne YouTube qui s'appellerait René Debunk Tout. Bon, peut-être pas avec ce nom-là. Il avait quand même plus de classe que moi. Mais sérieusement, ce que Descartes a fait avec son petit Cogito, c'est poser les bases de ce qu'on pourrait appeler l'art de ne pas se faire avoir. Et à l'époque où autant d'individus pensent que la Terre est plate, nous en avons vraiment besoin. Imaginez la scène. On est en 1637. Louis XIII règne sur la France, la guerre de 30 ans fait rage en Europe, et la plupart des gens pensent encore que les maladies sont des punitions divines et que les sorcières existent vraiment. Et là, au milieu de ce joyeux bordel intellectuel, arrive un type en robe de chambre parce que, oui, Descartes avait l'habitude de philosopher au lit jusqu'à 11h du matin, chanceux. Il annonce donc, tranquillement, « Bon, moi, je vais douter de tout, absolument tout, et à la fin, on va voir ce qui reste. » Alors attention, quand Descartes dit « je doute de tout », ce n'est pas le genre de doute de votre tante qui dit « je doute que ce gouvernement soit compétent » avant de retourner regarder les Marseillais. Non, c'est du doute méthodique. La différence, le doute de Tata, c'est pour critiquer. Le doute cartésien, c'est pour construire. C'est comme cela que fonctionne la science. D'abord on doute, on débat, mais ensuite on tranche, on prouve, on fait consensus, et on trouve une vérité sur laquelle s'appuyer. J'entends trop souvent que la science, comme la philosophie, consiste à douter de tout, mais c'est incorrect. D'abord on doute, on se pose des questions, on fait des expériences, mais ensuite on débat, on prouve et on trouve la vérité, car il y a des choses qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. On ferme des portes pour avoir des vérités sur lesquelles s'appuyer et on continue. C'est ça, la science. Imaginez que votre maison soit construite sur des fondations pourries. Vous avez 2 options. Soit vous ignorez le problème et vous priez pour que ça tienne, c'est le doute de votre tante. Soit vous démolissez tout pour reconstruire sur du solide. C'est le doute cartésien, celui de Descartes, qui s'est dit « Bon, mes sens peuvent me tromper. Après tout, cette cuillère dans l'eau, elle a l'air tordue, mais elle ne l'est pas. C'est la réfraction de la lumière qui nous donne cette illusion. Mon éducation peut être biaisée, mes profs m'ont peut-être raconté n'importe quoi, après tout, mes raisonnements peuvent être faux, je ne suis qu'un humain. » Et puis, il arrive au bout de son exercice de destruction intellectuelle, et là, Eureka! Il se rend compte qu'il y a un truc dont il ne peut pas douter. Le fait qu'il doute. Parce que pour douter, il faut penser. Et pour penser, il faut exister. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. En 3 mots latins, Descartes vient de faire quelque chose de révolutionnaire. Il a dit, moi, individu lambda, par ma seule capacité à réfléchir, je peux établir une vérité incontestable. Fini l'argument d'autorité. Fini le c'est vrai parce que le pape l'a dit, ou c'est vrai parce qu'Aristote l'a écrit. Non, maintenant, c'est vrai parce que je peux le démontrer par ma raison. Et dans un monde où la vérité, comme toute chose d'ailleurs, était dictée en grande partie par la religion, et donc très loin de la lumière du bon sens, s'est amorcée une belle et grande révolution. Pour l'époque, c'était à peu près aussi subversif que si quelqu'un, aujourd'hui, annonçait qu'il a trouvé le moyen de faire payer leurs impôts aux GAFAM. Un petit miracle. Mais attention, parce que notre René, aussi révolutionnaire soit-il dans sa tête, il n'était pas suicidaire pour autant. Car, au même moment,
En 1633, Galilée, le grand Galilée, vient de se faire allumer par l'Inquisition. Son crime ? Avoir eu l'audace de dire que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Résultat, procès, menaces de torture et assignation à résidence à vie. Il avait quand même quelques amis, mais nous reviendrons sur ce moment de l'histoire. Et devinez qui, donc, au même moment, était en train de finaliser un bouquin avec exactement les mêmes idées ? Notre ami René. Il bossait sur Le traité du monde et de la lumière, un ouvrage qui défendait le système héliocentrique de Copernic. Mais quand Descartes apprend ce qui arrive à Galilée, il se dit probablement « Bon, c'est visiblement pas le moment de publier mes théories sur le mouvement des planètes. J'ai pas spécialement envie de me faire griller comme une merguez. Alors qu'est-ce qu'il fait en bon stratège ? Il planque son manuscrit dans un tiroir qui ne sera publié qu'après sa mort en 1664. Et à la place, il sort le discours de la méthode en 1637. Est-ce que vous voyez le génie de la manœuvre ? Au lieu de dire « la Terre tourne autour du Soleil » et de risquer le barbecue, il dit « voici comment bien réfléchir pour découvrir la vérité par vous-même ». Le message passe, mais sans les risques. C'est ce qu'on pourrait appeler la révolution en mode furtif. Et ça nous dit quelque chose d'important sur la nature de la vérité et du courage intellectuel. Même les plus grands révolutionnaires de la pensée doivent composer avec leur époque. Parfois, la meilleure façon de faire avancer les idées, c'est de les emballer dans du papier cadeau acceptable pour les contemporains. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, lorsque l'on aborde certains sujets que l'on sait explosifs. Descartes nous apprend à penser par nous-mêmes, mais il nous montre aussi qu'il faut être stratège dans la façon de le faire. Bon, maintenant qu'on a bien encensé notre René, il est temps de passer aux choses sérieuses. Le démolissage en règle, parce que le cogito depuis Descartes, ça a pris cher. Et le premier à lui avoir mis une grosse droite, c'est Friedrich Nietzsche. Pour Nietzsche, quand Descartes dit « je pense donc je suis », il fait une erreur énorme. Il présuppose l'existence de ce fameux « je ». Nietzsche lui répond en gros « mais attends René, d'où tu sors ce je ? Tu es sûr que c'est toi qui penses ? Et d'ailleurs, c'est quoi exactement ce toi ? Parce que réfléchissez-y 2 secondes. Quand vous avez une idée géniale sous la douche, vous savez ce moment magique où vous résolvez tous vos problèmes ou presque entre le savon et le shampoing. Qui a exactement cette idée ? Est-ce que c'est votre moi conscient et rationnel ? Ou est-ce que c'est votre inconscient qui bosse en arrière-plan ? Ou vos neurones qui font leur travail biochimique ? Ou votre éducation et votre culture qui ressurgissent sous une autre forme ? Nietzsche, influencé par Schopenhauer, nous dit « Mon vieux René, ce que tu appelles « je », c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a ce que j'appelle la volonté de puissance, cette force inconsciente qui nous pousse, nous guide, nous manipule parfois. Et nous reviendrons sur la volonté de puissance et sur le procès injuste fait à Nietzsche à titre posthume et où sa sœur, comme nous le verrons, y est pour beaucoup. En gros, quand vous croyez penser, c'est peut-être juste votre volonté de puissance qui pense à travers vous. Et non, Freud n'est pas l'auteur de l'inconscient comme concept. En somme, Nietzsche dit à René « Je pense donc je suis », en fait, c'est plutôt « quelque chose pense », donc quelque chose se sert de toi comme d'un porte-parole. Et si on pousse encore plus loin, parce qu'on n'est pas du genre à s'arrêter en si bon chemin ici, la philosophie bouddhiste nous dit carrément « Mais de quoi vous parlez avec votre je ?» Le je, c'est une illusion. Pour le bouddhisme, ce qu'on appelle moi, c'est juste un assemblage temporaire de sensations, perceptions, formations mentales et conscience. Un peu comme un nuage. Ça a l'air solide vu de loin, mais quand vous vous approchez, c'est juste de la vapeur d'eau qui se balade. Le but de votre réceptacle, l'eau dans le verre qui devient le verre. Spéciale dédicace à Bruce Lee, qui maîtrise le combat et était aussi licencié en philosophie. Donc là où Descartes dit « je pense donc je suis »,
Le bouddhisme répond, il y a pensée, mais pas de penseur. Il y a processus, mais pas de patron du processus, juste un programme. Alors, qui a raison? René avec son jeu souverain, Nietzsche avec sa volonté de puissance, les bouddhistes avec leur dissolution du moi? Peut-être que la vraie question, c'est pas de choisir son camp en l'occurrence, mais de comprendre que chaque approche éclaire une partie de ce mystère qu'on appelle la conscience humaine. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des philosophes qui se tapent dessus depuis 4 siècles, revenons à nous, à 2025. À notre époque formidable où on a réussi l'exploit d'avoir accès à toute la connaissance humaine ou presque et de s'en servir principalement pour regarder des vidéos de chats. Je plaide coupable. Parce que, soyons honnêtes, Descartes voulait qu'on pense par nous-mêmes, mais nous, on a inventé les algorithmes de recommandation. Il voulait qu'on doute méthodiquement, mais nous on partage des articles sans même lire plus que le titre. Il rêvait d'un monde où chacun serait son propre juge de la vérité. Et nous, on a créé les chambres d'écho où on n'entend que ce qui confirme nos préjugés, pas d'avis critiques. Mais c'est exactement pour ça que l'esprit cartésien est plus nécessaire que jamais. Prenez n'importe quelle information qui circule aujourd'hui. Avant de la gober tout cru, posez-vous les questions de René. Qui dit ça? Quelles sont ses sources? Point important. Quel est son intérêt à le dire? Tenez, prenons un exemple qui n'a rien d'innocent, Robespierre, décrit souvent par certaines personnes comme le saint de la République. Visiblement, cela confond l'incorruptible avec Mère Teresa. Réflexe cartésien, on parle bien du même Robespierre qui a signé des centaines d'arrêts de mort pendant la Terreur, qui a envoyé ses propres amis à l'échafaud, qui interdisait que des accusés se défendent, et qui a instauré le culte de l'être suprême, se mettant lui-même au centre d'une cérémonie gigantesque, montée sur un piédestal, salué comme une figure divine ou messianique. Si. Ça ne veut pas dire que Robespierre était un monstre absolu. L'histoire est souvent plus complexe que ça. Mais ça veut dire qu'avant de canoniser qui que ce soit, politique ou pas, il faut creuser un peu. Et c'est ça le défi cogito du XXIe siècle. Apprendre à traiter l'information comme Descartes traitait les idées, avec méthode, avec rigueur, avec cette capacité à dire « je ne sais pas encore assez » pour avoir un avis définitif. C'est ça la sagesse et l'intelligence. Ne pas avoir un avis rapide sans savoir, mais savoir pour avoir un avis. La rapidité c'est bien, mais la précision est tout. Parce que pendant des siècles, la connaissance était le privilège des puissants. Aujourd'hui, elle est accessible à tous, mais elle est noyée dans un océan de bruit, de manipulation, de désinformation. Notre mission, si l'on désire réellement comprendre, c'est de retrouver l'art de la vraie réflexion au milieu de ce chaos informatique. Bon, maintenant je vais vous dire quelque chose d'un peu pompeux, une sorte de pacte entre vous et moi, mais ça me semble important au vu des sujets qui seront traités ici. Je ne suis affilié à aucun parti politique, je vous en fais la promesse, et de toute façon, la politique en ce qui me concerne est soit vulgarisation philosophique et communication, pareil pour la religion. Même si j'ai un profond respect sincère pour toutes les quêtes spirituelles, dès l'instant où elles sont animées par des intentions louables. Ma religion à moi, si je peux dire, c'est la rationalité. Mon parti, c'est celui de la curiosité intellectuelle. Mon prophète, c'est le doute méthodique. Et mon culte, la recherche. Ce que je vous propose dans Cogito, c'est de partager ces recherches, mes questionnements, mes découvertes, qu'on parle de philosophie, de psychologie, de sciences, d'actualité ou même de cinéma. Tout, absolument tout, peut devenir matière à réflexion. Je vais vous proposer des outils pour que vous pensiez par vous-même.
des méthodes et des faits pour que vous deveniez vos propres guides. Et surtout, je compte sur vous pour me challenger. Envoyez-moi vos questions, vos désaccords, vos propositions de sujets, et montrez-moi que la bienveillance existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, je dois être honnête, tout ça est plutôt nouveau pour moi, et ça doit s'entendre, n'est-ce pas? Je suis peut-être en train de vous parler avec la même assurance que Descartes quand il annonce son cogito, mais suis-je aussi légitime? Voilà pour ce premier épisode. J'espère que vous avez envie de continuer cette aventure avec moi, et avec René, et avec Friedrich, et avec tous les autres penseurs qu'on va croiser en chemin. Mon rêve pour Cogito, c'est qu'on crée ensemble un petit îlot de réflexion dans l'océan du bruit ambiant. Un endroit où on prend le temps de creuser, de douter, de comprendre. Dans notre société de l'opinion instantanée, prendre le temps de penser, c'est presque un acte de résistance. Alors, d'ici le prochain épisode, entraînez-vous. Choisissez une de vos certitudes, une seule, et posez-lui quelques questions cartésiennes. Et n'oubliez pas, cogito ergo sum, je pense donc je suis. J'ajouterai, je doute donc j'apprends. Je questionne donc je grandis. Prenez soin de vous, et à très bientôt dans Cogito.